Donc, nous allons continuer par une présentation de Pierre-Gilles Dejeune, ENCPB, avec Victoire, qui est cette année étudiante en prépa TB, donc classe préparatoire technique biologique. Donc, Victoire va vous parler de la levée de l'anonymat dans le cas du don de gamètes, les possibilités de levée du don. Nous, on a travaillé sur la levée de l'anonymat du don. Les enfants nés sous X finissent toujours par chercher leur mère. Et en général, cette recherche des origines a lieu soit à l'adolescence, quand le jeune se construit, ou lorsque le jeune est un jeune parent et qu'il se pose des questions sur d'éventuelles maladies héréditaires. Et donc, par ailleurs, le progrès de la médecine permet aujourd'hui à des couples stériles de goûter aux joies d'être parents. Les enfants issus du don de gamètes semblent aussi vouloir chercher leurs parents biologiques. Et comme le don est anonyme, ils ne peuvent pas avoir accès à ces informations-là. Et donc il est évident que le droit de l'enfant à connaître ses origines s'oppose au droit à l'anonymat du donneur. Et donc on peut se poser les questions, peut-on et dans quelles conditions lever l'anonymat du donneur? Donc dans un premier temps, on a tenté de définir les modalités juridiques et techniques du don de gamètes. Et ensuite, par la suite, on a réfléchi sur les avantages et les inconvénients de la levée de l'anonymat. Et enfin, en dernière partie, nous avons tenté de proposer des éléments de réponse. Donc, tout d'abord, un gamète est une cellule reproductrice composée de 23 chromosomes, le gamète féminin, l'ovocyte, et le gamète masculin, le spermatozoïde. Afin qu'il y ait fécondation, les deux cellules doivent se rencontrer et ça forme la cellule œuf et ensuite l'embryon et par la suite le bébé. Et lorsque ces deux cellules ne peuvent pas se rencontrer, on dit que le couple est infertile et donc pour pouvoir procréer, le couple doit faire appel à un don de gamètes. Donc le don est reconnu comme une partie du corps, donc il suit la loi de la bioéthique. Il est soumis à 3 grands principes: le volontariat, l'anonymat et la gratuité. Avant que chaque don, il y a d'abord un rendez-vous du donneur pour s'informer sur le déroulement, afin que la personne ou le couple concerné consente à celui-ci de façon éclairée. Le consentement du donneur est libre et peut être retiré à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Ensuite, on pratique un bilan de santé, une évaluation des ovaires ou des testicules, afin de déterminer le groupe sanguin et de rechercher d'éventuels virus, et d'établir le karyotype identifiant les facteurs de risque de transmission d'une anomalie génétique, et en plus de cela, un entretien psychologique. Donc tout d'abord, le don d'ovocytes, lui, a un déroulement plutôt compliqué. Pour permettre le prélèvement, la femme donneuse doit stimuler ses ovaires par injection quotidienne pendant 10 à 12 jours pour faire maturer ses ovocytes et ainsi faire de plus faire des échographies ou des prises de sang tous les mois pour détecter s'il y a des anomalies et adapter le traitement en conséquence. Par la suite, les ovocytes sont prélevés à l'hôpital 35 heures à 36 heures après la dernière injection. Elle est faite par voie vaginale à l'aide d'une échographie, le tout sans douleur. Mais l'intervention en elle-même est très courte, elle dure 10 minutes, auxquelles s'ajoutent 3 heures obligatoires de temps de repos pour que la donneuse puisse se reposer, et elle doit repartir accompagnée. Et donc les ovocytes sont conservés au labo jusqu'à leur attribution à un ou plusieurs couples receveurs. Au contraire, le code du spermatozoïde est plus simple. Il se fait par masturbation. Le premier prélèvement permet d'étudier le sperme, notamment sa résistance à la congélation. Puis ce don subit un examen microbiologique et s'ils sont retenus, ils sont congelés puis conservés pour un don. Le consentement du couple à l'origine des embryons qui seront accueillis est confirmé par écrit. Il y a un délai de réflexion de 3 mois suivant l'entretien obligatoire avec l'équipe médicale du centre d'assistante médicale à la procréation où sont conservés ces embryons.
Et donc le consentement est ensuite visé par le président du tribunal de grande instance qui peut demander à rencontrer le couple. Et donc on a voulu faire un parallèle avec les enfants nés sous X. En janvier 2002, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, la CNAOP, a été créé par une loi votée par des députés. Et donc son objectif principal est de faciliter l'accès aux origines personnelles de l'enfant né sous X. Il peut être expressément demandé par la mère ou le père de naissance. Et la demande aux origines doit être faite par écrit au Conseil national à l'accès aux origines personnelles, pour l'accès aux origines personnelles. Et on peut demander à connaître ses origines si la mère ou le père n'a pas pu demander de garder leur identité secrète, ou lorsque les deux parents sont décédés, l'enfant peut demander l'accès à ses origines à condition que ses parents de naissance n'aient pas exprimé de volonté contraire à cette demande. Et donc cette demande doit être faite par écrit et être transmise au Conseil national par le représentant légal ou l'enfant lui-même. Donc dans le cas du don de gamètes, en l'état actuel, la levée de l'anonymat du donneur est impossible. En effet, cette année, début avril, on a pu constater dans différents journaux comme Le Monde ou La Croix que la bioéthique, la levée de l'anonymat soulève quelques questions. Et donc le désir des enfants issus de dons de gamètes à connaître l'identité de leur géniteur biologique est de plus en plus pressant, d'autant plus que la génétique actuelle et le commerce des techniques génétiques a permis à plusieurs personnes de retrouver leur demi-frère ou demi-sœur afin de remonter à leur donneur de gamètes. Et donc, quelle information divulguer les parents actuellement peuvent juste savoir la couleur de peau ou la couleur des cheveux. Le choix des gamètes avec davantage d'informations serait rassurant pour les parents, sans aller jusqu'à tracer une biographie anticipée de l'enfant. Les informations ne pourraient conduire qu'à des éléments d'extrapolation, ainsi que la morphologie et les autres informations physiques sur les donneurs pourraient permettre d'émettre des hypothèses sur la taille de l'enfant. Par exemple, il sera ectomorphe, c'est-à-dire un physique maigre avec ossature fine, mésomorphe avec un physique large ou avec une forte ossature, ou endomorphe, épaule tombante avec facilité à perdre du poids. On peut également émettre d'autres hypothèses sur la pigmentation de la peau des cheveux, si le futur garçon sera chevelu à l'âge adulte ou plutôt dégarni, ou également si la jeune femme tiendra de la barbie ou non, c'est-à-dire si les enfants satisferont la norme physique de la société, ou en plus avoir des informations sur la scolarité du donneur, ses études, le métier, qui permettront d'extrapoler sur le fait de donner vie donc à une Barbie businesswoman, astronaute, ingénieur, ou à une Barbie blonde, ou au sens péjoratif du terme. Et donc les inconvénients seraient d'amener une forme d'eugénisme, un lissage des individus vers un modèle censé être parfait à un moment donné. Mais cela pourrait en parallèle développer un commerce de gamètes illégal. Donc il pourrait y avoir marchandisation criminelle qui prendrait de l'ampleur. Par ailleurs, dans notre société, les préjugés sont malheureusement présents. Les gamètes des parents considérés comme en dehors des clous pourraient être écartés. Par exemple, ceux provenant d'homosexuels ou ceux pratiquant telle ou telle religion. Enfin, on sait que la génétique n'est pas prépondérante dans le développement de l'enfant. Son environnement, l'amour qu'il reçoit, les stimulations intellectuelles sont essentielles pour construire un adulte épanoui qui a confiance en soi et résilient. Et donc l'adulte final pourrait être bien différent de celui escompté, ou donc avoir une déception des parents après son développement. Donc, selon le professeur Stéphane Viville, qui est partisan de la levée de l'anonymat,
défend l'accès aux identités du donneur et donc parle d'attachement ancestral à la filiation. Il dit qu'au bout d'un moment, 2 questions essentielles se posent dans la vie des gens. D'où viens-je? Quel est le but de ma vie? Et donc l'envie de connaître ses origines, une besoin de cette information est un besoin pour se construire en tant qu'adulte. Toutefois, on peut poser la question de savoir jusqu'où peut-on aller, jusqu'où peut aller le besoin de savoir. Et donc, quelle information divulguer? Et elle devrait prévenir d'éventuelles complications juridiques, rationnelles et psychologiques. Et donc, il nous semble indiquer de lever le voile sur les informations suivantes: l'origine territoriale, l'âge, le nombre de dons, un document expliquant pourquoi le donneur a fait ce don, cette démarche du don. Et on pense que ce dernier document serait important pour l'enfant issu du don. Et donc les avantages, on a supposé que le jeune adulte aura besoin de savoir d'où il vient afin de se construire, et surtout au moment de l'adolescence, car c'est à ce moment-là qu'on se pose le plus de questions, et au moment d'avoir un premier enfant. Outre l'héritage matériel et social, nous recevons tous un héritage génétique qui se transmet de génération en génération. Et donc, savoir cette connaissance permettrait la continuité de cette chaîne. Les inconvénients qu'on a relevés seraient plusieurs sources de conflits au sein de la famille, donc risque de rupture familiale, de rejet ou de l'un ou des 2 parents légaux, une pression affective sur les membres de la famille, ou soit une recherche affective auprès du donneur et de la famille du donneur, et éventuellement une intrusion dans leur vie privée et des réclamations d'héritage. En conclusion, la levée de l'anonymat est un véritable dilemme éthique où s'affrontent des droits du donneur et les droits de l'individu né du don. Et donc la levée pré-IAD, donc pré-insémination, a pour conséquence un meilleur choix des parents, mais qui pourrait induire à de l'eugénisme, car ils pourraient choisir avoir des critères physiques, cognitifs et intelligence espérée. Le risque, donc c'était une forme d'eugénisme, et un appauvrissement de la diversité. Et donc la levée post-IAD permettrait une meilleure construction de l'adolescence et de l'adulte, de l'adolescent et de l'adulte, et un meilleur équilibre psychologique. À l'inverse, si les familles des donneurs sont plus harmonieuses ou plus à l'aise sur le plan financier et social, cela peut amener au rejet des parents juridiques. Et donc nous préconisons que la levée de l'anonymat nous semble inappropriée avant l'IAD pour des risques d'eugénisme, et les éléments essentiels sur la santé du donneur sont dans le dossier du don. Mais la levée de l'anonymat peut sembler utile post-IAD uniquement pour l'individu issu du don. Et donc, il pourrait y avoir les données sur son âge au moment du don, son métier, s'il a des frères et sœurs. Et cela peut être utile, encore une fois, pour le développement de l'individu. Et donc, de plus, une lettre du donneur expliquant son don serait également la bienvenue. Bien sûr, il faudrait pour cela un accord libre du donneur avec possibilité de revenir dessus. Le législateur doit prévenir toute réclamation en paternité ou maternité éventuelle. Il ne faut pas rendre la levée de l'anonymat obligatoire afin de ne pas diminuer le nombre de dons, mais proposer au receveur le don avec autorisation de lever de l'anonymat clairement exprimé par le donneur en priorité et faire avec le reste quand ce n'est pas possible.